Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un film de 1990, Ladies and Gentlemen, Bullet in the Head, ou en français, Une balle dans la tête. Ils l'ont bien traduit pour une fois. Un film de John Woo dans sa période Hong Kong et dans sa grande période de Hong Kong, c'est-à-dire entre son film Le Syndicat du Crime et le célèbre Hard Boiled à toute épreuve. Pour parler de ce film, j'ai un invité, Monsieur Jérôme, qui nous accompagne. Salut à tous, bonjour à toi, et honoré de faire partie de ce live. Donc, juste pour situer tes goûts par rapport au cinéma de Hong Kong, à John Woo, explique-nous un petit peu où tu en es, histoire que les gens connaissent un petit peu par rapport à ça, quelle est la direction que tu vas prendre dans cette discussion. Alors, tout simplement parce que, à la base, ce film m'a énormément impacté à l'époque que je l'avais vu déjà, parce que j'avais découvert John Woo par The Killer et Hard Boiled à toute épreuve, et je ne le connaissais pas celui-là, et je l'ai vu après, et donc du coup j'avais constaté que ce film était vraiment pour moi en tout cas, hein, c'est mes goûts personnels, hein, ça n'engage que moi, mais pour moi je le trouvais bien au-dessus des deux autres. Alors ça, on va en parler après, c'était juste pour donner un peu par rapport à tes connaissances dans le cinéma de Hong Kong, mais c'est pas grave, puisque comme ça, on sait déjà où tu en es. Bref, je vais juste dire vite fait le nom des acteurs, et après on va revenir justement sur ce qu'on pense du film. Donc on a Monsieur Tony Leung, je sais jamais comment ça se prononce, désolé, mon chinois est toujours aussi limité. À savoir qu'il y a deux Tony Leung dans le cinéma de Hong Kong, c'est Monsieur Tony Leung Shu Wai, qu'on a pu voir par exemple dans des films tels que In the Mood for Love ou encore Infernal Affairs. Nous avons Jackie Chung ainsi que Weasley qui est d'habitude habitué à faire le méchant, et je vous en dis pas plus. Et on a aussi un acteur que j'aime beaucoup, à savoir Simon Yam. Alors, avant d'aller plus loin, comme sur toutes les vidéos, je te propose, même si on imagine déjà ce que tu vas dire, de donner une note à ce film sur 10, histoire que ceux qui ne connaîtraient rien du tout, ils aient une idée de est-ce qu'il faut voir ce film un petit peu, beaucoup passionnément, ou à la folie. Alors, vu que je l'ai revu récemment, on va dire que ma note reste la même. Je lui mettrais, pour moi, je lui mettrais un 9 sur 10. Et je m'expliquerai à la fin pourquoi j'ai pas mis 10. Voilà, alors je t'avouerai un détail, moi j'aurais très envie de lui mettre 10 aussi, puis en fait en le revoyant je me suis dit est-ce que j'ai un petit peu vieilli, est-ce que j'ai un petit peu changé malgré tout, et du coup je vais pas lui mettre un 10 parce que c'est vrai qu'il y a un ou deux petits trucs qui sont un petit peu dérangeants, et du coup moi aussi je vais lui mettre un 9 sur 10, mais que les choses soient claires, un 9 sur 10 c'est très bien, ça veut dire que c'est un film immanquable tout de même, hein, que les choses soient bien claires. C'est clair, limpide. Alors du coup, on va parler un petit peu du film, et je voulais savoir dans quelles circonstances tu l'avais vu ce film. Alors tu nous as expliqué que tu l'as vu après les autres John Woo, mais tu l'as vu en quelle édition? Tu l'as vu au cinéma? Tu l'as vu en DVD, en VHS? Dans quelles conditions? Alors moi à l'époque c'était les VHS, donc je sais pas si tu as connu les magasins, on allait louer les cassettes vidéo, quoi. Donc c'est dans les années 90 que j'étais allé louer la cassette tout simplement, et c'est comme ça que j'ai découvert John Woo, mais aussi parce que est-ce que je peux expliquer un petit peu pourquoi j'ai été intéressé par le cinéma de Hong Kong? Vas-y, je t'en prie. Est-ce que c'est pertinent que j'en parle ou pas? Vas-y, évidemment, explique un petit peu, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cinéma de Hong Kong, pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser d'une certaine manière. Avant d'aller plus loin aussi, je tiens juste à préciser que cette vidéo va être plus ou moins spoilée, je ne sais pas exactement à quel point, mais il vaut mieux avoir vu le film. C'est plus une discussion entre deux personnes par rapport à ce film qui, comme vous le voyez, mérite qu'on en parle. Alors vas-y, je t'écoute. Ok, d'accord. Alors moi, si tu veux, à la base, moi, le cinéma de Hong Kong, je l'ai découvert en deux parties. Moi, ma première, on va dire, ma première claque que j'ai eue, ça a été Bruce Lee. Parce que bon, j'étais jeune, j'avais 10 ans, et la première fois que j'ai vu des films de Bruce Lee, ça m'avait énormément marqué. Mais j'allais pas plus loin. Ça veut dire que, de souvenir, je sais que j'avais peut-être vu un film de Jackie Chan ou un autre film d'un autre réalisateur de l'époque, mais ça m'avait pas plus marqué. Tellement Bruce Lee, aussi pour ma passion des arts martiaux, parce qu'il y avait aussi le côté cinématographique, parce que j'ai fait une voix, et aussi la pratique des arts martiaux. Et un jour, j'avais loué une cassette de René Château Vidéo, je ne sais pas si tu la connais. C'était les plus beaux combats d'arts martiaux du monde.
Elle est connue, c'est une vidéo, enfin une cassette vidéo qui est assez connue, j'en ai souvent entendu parler, c'est une où on voit Exactement. le fameux coup de pied du Biao et autres, j'en ai beaucoup entendu parler, ouais. Je sais pas, est-ce que tu l'as déjà vu ou pas? Non, je l'ai jamais vu par contre. Ah, bah, Je préfère regarder, je préfère regarder les films eux-mêmes. Oui, oui, je sais bien, mais bah, cette vidéo d'époque m'a refait découvrir le cinéma de Hong Kong à travers cette vidéo. Donc j'ai revu Jackie Chan, Sam Wong, du Biao et tant d'autres. Et donc du coup, je me suis réintéressé. Et à l'époque aussi, comme par hasard, j'étais sur Lyon. C'est là où tu es allé il n'y a pas très longtemps. Et je me prenais. Tu n'étais pas là d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Je bossais, hein. Je suis désolé, je bossais, je ne pouvais pas. Personne n'est parfait. Hein. Il y avait une manifestation de gilets jaunes quand même, hein, t'aurais pu faire un effort. J'ai vu, tu l'avais partagé ça. Et donc je me promenais à Lyon et je suis passé à côté d'un magasin. Et comme par hasard, sur ce magasin, devant la vitrine du magasin, il y avait une revue où je voyais Chow Yun-fat, une cassette, il y avait Chow Yun-fat et marqué HK Vidéo. Et en fait, c'était la revue HK Vidéo. Je pense que tu dois connaître aussi. Alors, je vais être honnête avec toi, moi, le cinéma d'Hong Kong, je l'ai découvert plus tard, mais cette revue est assez légendaire, on va dire, dans le milieu. Paraît que la qualité d'écriture des articles était de très haute volée. D'ailleurs, HK Vidéo, lorsqu'ils ont édité leur DVD, reprenait souvent des textes pour les mettre en bonus, avec des petits livres bonus, etc., qui accompagnaient. Et c'était souvent des textes qui étaient tirés de cette revue. Et donc, dans ce cas-là, je confirme, c'était du très haut niveau. Je te confirme parce que j'ai tous les albums. Donc oui, c'est exactement ça. Vu que j'ai commandé les DVD, c'est pareil. Et donc à partir de là, je me suis abonné à la revue. Donc je recevais souvent les cassettes, les livrets que je lisais. Donc forcément, donc on va dire que j'ai redécouvert aussi certains cinéastes, certains acteurs grâce à ça. Et donc c'est à cette époque aussi que j'ai vu Une balle dans la tête. Et Une balle dans la tête, pour moi, en fait, a été, même quand je l'ai revu là, il y a quelques jours, les émotions restent les mêmes en fait. C'est ce que je ressens en fait, par rapport à la vision du film. Parce qu'il y a un côté émotionnel, tu sais, quand tu regardes un film, il y a des souvenirs de l'époque, quand tu l'as regardé, il y a plein d'images qui te traversent la tête aussi. Mais des fois, ça peut, avec l'âge et le temps, des fois, tu peux perdre certains... Où il y a des émotions que tu vas zapper et qu'il y en a d'autres qui vont revenir. Ou d'autres nouvelles qui vont revenir. Et quand j'ai revu ce film, bah, ça n'a pas été le cas. Je trouve que ça a toujours été dans la même ligne, tout simplement. Alors, je me permets juste de dire un petit détail. Il est vrai que généralement, un peu comme toi, moi, c'est mon cas, et je pense que beaucoup, quand on découvre un peu le cinéma de Hong Kong, on le découvre un peu souvent, je dis pas tout le monde évidemment, il y a peut-être plus on va dire des cinéphiles avertis qui vont passer par de Wong Kar-wai ou des trucs comme ça, mais il est vrai qu'une des portes d'entrée, c'est généralement les films d'arts martiaux. Et après, on se rend compte qu'en fait, là-bas, ils font plein d'autres trucs. Et John Woo, c'est une des grandes portes d'entrée parce que c'est un maître dans son style, mais qui finalement n'est pas un film d'arts martiaux. C'est pas un truc typé petit chinois dans son coin. Non, c'est des films d'action, on va dire d'une certaine manière presque hollywoodien, et qui sont très très réussis. Et donc forcément, ça fonctionne très très bien. Ouais, tu as raison, c'est exactement ça. Et en plus, comme tu dis, c'est pareil, c'est qu'en fin de compte, cette ouverture à ce magazine, même si à la base je suis quelqu'un d'assez ouvert du cinéma, et ben ça m'a ouvert tous les cinémas asiatiques, c'est-à-dire le japonais, le coréen, et aussi d'autres cinémas d'autres pays, tout simplement en fait. Et je me suis énormément intéressé à différents cinémas. Je tiens à dire que c'est aussi mon vécu. Si tu veux, le cinéma asiatique m'a fait comprendre qu'il y avait du très bon cinéma ailleurs sur Terre. Et à travers ce cinéma, puisque j'avais la curiosité d'aller voir des styles et d'autres réalisateurs, bah, ça m'a réellement poussé déjà à redécouvrir le cinéma, on va dire, américano-français. Par là, je veux dire le cinéma qu'on nous sert, dont tout le monde parle, mais aussi de m'intéresser et d'être curieux de voir ce qui se fait dans d'autres pays. En effet, tout à fait. Et donc, voilà ma conclusion. Donc, voilà aussi c'est une des raisons pour laquelle je me suis abonné aussi à ta chaîne. Je vais te faire un peu de pub, hein, désolé. C'est aussi le fait qu'on a aussi un parcours en commun par rapport à la découverte du cinéma et l'ouverture par rapport au 7e art. Et aussi le fait que tu pratiques des arts martiaux aussi, parce que pour moi, c'est aussi ça qui m'a attiré aussi sur ta chaîne, parce que je pense aussi le cinéma asiatique et de Hong Kong, tu sais très bien que au niveau de la culture, les arts martiaux sont quand même assez dominants, quoi.
Et c'est bien d'avoir ton avis pertinent parce que par rapport en tant qu'enseignant et pratiquant. Et d'ailleurs, je me permets déjà de rebondir et de revenir un petit peu sur le film, en tout cas sur John Woo, parce que le principe de John Woo, en règle générale, dans sa période syndicat du crime jusqu'à Hardboiled en tout cas, c'était de reprendre les codes du wuxiapian, donc les codes de chevalerie traditionnels chinois, et de les adapter au monde du polar. Donc quelque chose hérité de Chang Cheh dans ce cas-là, puisque John Woo était l'assistant réalisateur de Chang Cheh, je vais y arriver, sur certains films. Et donc il a repris la formule Chang Cheh d'une certaine manière, mais de manière beaucoup plus actuelle à l'époque. Exactement. C'est ce que tu as dit, c'est ce que j'allais dire en fait. Ah ah, je t'ai coupé l'herbe sur le pied. C'est qu'après, en découvrant, parce que forcément, tu sais, quand j'ai découvert les polars de John Woo, donc forcément, quand tu t'intéresses à un réalisateur, comme ça a été le cas par exemple pour Tsuyark, et ben en fin de compte, tu vas voir un petit peu tous les autres films qu'il a fait. Et là, je me suis rendu compte qu'il avait fait des films de sable chinois, les wuxiapian. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Écoute, je suis pas sûr de bien le prononcer non plus. Je crois que le X, normalement, ça devrait être une espèce de che, mais à la chinoise, un truc du genre wuxiapian. Mais voilà, l'avantage, c'est que tu vois, à Hong Kong, il y a des appartements qui se sont libérés parce qu'il y a des familles entières qui sont mortes. Tu vois. Ok. Donc au moins il y a ça. Allez, on peut plus. S'il y avait trop de population, on a aidé à faire ça. D'accord. Humourdemerde.com. Bref. Pas grave. Donc ouais. Alors donc comme je disais, on va quand même essayer de parler de ce film qui est quand même particulier par rapport à la carrière de John Woo, puisque en fait ce film a déjà connu un pré-remake avant sa sortie. Est-ce que tu le savais? Je pense que oui, mais. Bien sûr, c'est va voir si je suis un bon élève, c'est le syndicat du crime 3. Exactement. De Tsuyark. Il y a à l'époque, je crois que la production, il y a une histoire entre John Woo et Tsuyark, parce que c'est Tsuyark qui a produit les deux films, le syndicat du crime et aussi The Killer, je pense, la workshop. Oui, tout à fait, c'est en effet Tsuyark qui les a produits. Et déjà, il y avait aussi un petit peu des tensions, je pense, d'un point de vue artistique, parce que c'est quand même deux fortes personnalités à la base, ce qui est tout à fait normal. Et John Woo ne voulait pas du tout, je pense, refaire un syndicat du crime 3. Et du coup, c'est Tsuyark qui l'a fait. Et après, John Woo, il a réalisé avec une autre boîte de production, donc Une balle dans la tête. C'est lui qui a produit le film. D'ailleurs, le fait que le film n'ait pas eu du succès, ça a fait qu'il a dû se rattraper en faisant des succès commerciaux derrière. Mais en effet, c'est ce qui s'est passé. En fait, il a présenté le projet à Tsuyark et Tsuyark lui a dit « Écoute, ça m'intéresse pas du tout ». Puis bref, ils se sont embrouillés, John Woo est parti, et du coup, Tsuyark il s'est dit « Bah, tu sais quoi, je vais le faire, le film ». Et du coup, il a sorti en effet ce syndicat du crime 3, qui reprend le principe d'une balle dans la tête, mais il l'a sorti avant. Sur ce coup-là, même si Tsuyark est un génie, on peut aussi dire que c'est un peu un connard. Disons les choses comme elles sont. Bon, ouais, connard, tu peux le dire, un bon connard. Oui, non, sur ce coup-là... Oui, t'as raison, c'est pas parce que c'est des bons réalisateurs, des bons producteurs, que c'est forcément des personnes bien. Il peut avoir des comportements de cons. La preuve. Et le pire, c'est que personnellement, le syndicat du crime 3, je le trouve sympa. C'est pas un mauvais film. Ah non, moi je le trouve très bien. Enfin, je le revois, mais je sais que je l'avais vu à l'époque. Franchement, il m'avait... Mais par rapport à Une balle dans la tête, faut dire ce qui est, c'est quand même en dessous. Oui, et puis parce que quand je l'avais vu, j'ai dit tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu dessus. Je sais pas, il y avait des choses qui ressemblaient. Et après, quand j'avais lu donc un peu l'histoire de ces films, j'ai dit je comprends. Parce que je savais pas qu'à l'époque, Tsuyark et John Woo s'étaient un peu pris la tête sur la création du film. Donc après, j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de similitudes entre les deux films. Mais tu sais aussi que Une balle dans la tête s'inspire d'un film américain. Ça, je le sais pas. Tu vas m'apprendre, vas-y, j'écoute. Voilà. En gros, il s'est beaucoup inspiré du Voyage au bout de l'enfer. Ah, de Michael Cimino, c'est ça? Voilà, Cimino. Cimino. Michael Cimino, c'est l'américano-italien, fais gaffe, j'ai vu Le Parrain dernièrement, il rigole pas ces mecs. Donc quand tu parles, quand tu sors, t'es souvent un silencieux, c'est ça? Si on va dans les stéréotypes, c'est un peu ça, donc je sais pas. Bon, alors donc comme je disais, en effet, il s'est inspiré du Voyage au bout de l'enfer en prenant ce film en 3 actes, donc c'est-à-dire avant le départ au Vietnam, avec un mariage d'ailleurs, le Vietnam où c'est l'enfer, et le retour de l'enfer et les séquelles du Vietnam. Ah, je me rappelle de ce film.
Mais, j'ai envie de dire que ça, c'est un peu la version pour les Occidentaux. Parce qu'en réalité, Tsuyark, je dis n'importe quoi, oui, Tsuyark a piqué à John Woo. En réalité, John Woo a repris le concept de son film, très fortement inspiré, c'est pas vraiment un remake, mais c'est quasi un remake d'un film de Chang-Chi. Est-ce que tu arrives à me dire lequel? Non. Ah. Je cherche, mais j'y arrive pas. C'est un film de la Shaw Brothers qui s'appelle Blood Brothers, Frères de sang, qui a d'ailleurs été édité par Wildside en DVD, un super DVD. Et en fait, l'avantage que j'ai eu pour voir le lien entre ces deux films, c'est qu'en fait, je les ai découverts le même jour, ces deux films. J'ai d'abord regardé celui de Chang-Chi, puis le soir, j'ai regardé Une balle dans la tête de John Woo. Alors déjà, une super journée de découverte cinéma, parce que Frères de sang, c'est un film fantastique, et Une balle dans la tête, je te le fais pas dire. En fait, Frères de sang s'inspire d'une histoire, on va dire historique à la base, chinoise, qui comme d'habitude chez les Chinois a été reprise de manière populaire et totalement différente, d'ailleurs pas que chez les Chinois, hein, quand on y repense. Et par exemple, si tu as vu il n'y a pas si longtemps le film The Warlord avec Takeshi Kaneshiro, Andy Lau et Jet Li, bah, c'est inspiré de la même histoire. D'accord, oui, je l'ai vu ce film avec, mais que j'ai trouvé même excellent. Il m'a assez surpris ce film. Bah, réfléchis un peu à l'histoire, même si tu as vu que cette version-là, et mets-la en lien avec Une balle dans la tête. Regarde, des super frères qui partent à la guerre ensemble, et à la fin, il y en a un qui tue l'autre. Ah, exactement, oui. Bah, c'est le lien, l'histoire des trois frères, oui, tout à fait. Exactement. Ça. Et il faut savoir que John Woo, justement, était assistant réalisateur de Chang-Chi sur ce film. Donc sur Blood Brothers. Ok. Oui, il était assistant de Chang-Chi. Bah, c'est lui qui a un peu lancé sa carrière, on va dire, d'après ce que j'avais lu. Ah, moi, je pense. Non, c'est en effet, il a commencé avec Chang-Chi, c'est vraiment l'héritier spirituel de Chang-Chi. D'ailleurs, tant qu'on est sur Chang-Chi et John Woo, j'ai une petite question pour toi, puisque chez John Woo, généralement, les gens ont tendance à simplifier John Woo en disant que c'est un réalisateur de films d'action, blablabla. Mais en fait, je trouve que c'est très réducteur par rapport à ce qu'est réellement sa patte dans cette période, parce qu'en réalité, c'est surtout un réalisateur qui met beaucoup de drame très très fort, un drame qui te prend et qui te... Enfin, moi, personnellement, du moins, c'est quelqu'un, dans ses films, il y a souvent des musiques très très fortes aussi. Ces scènes d'action, certes, c'est des grosses scènes d'action, mais comme on l'a dit, elles sont un petit peu aériennes. Ça vient du chorégraphe Shin Soo-tung, qui a entre autres chorégraphié, allez, pour dire un film qu'on n'a jamais dit dans les lives, un certain Duel to the Death, par exemple, ou encore un Héros, pour vous donner une idée de film aérien. Donc ça vient sans doute de lui. Donc il y a aussi ce côté combat aérien, il y a ce côté codes de chevalerie qui sont respectés dans les films. Bref, on a tendance à dire de John Woo que c'est un réalisateur de films d'action, mais ça c'est souvent quand on connaît que sa période hollywoodienne. En réalité, c'est un réalisateur qui avait une marque beaucoup plus profonde. Et parmi ces marques, il y avait quelque chose qu'il a eu, on va dire, de Chang-Chi, c'est ce côté amitié très viril, / et moi je dis toujours, possibilité homosexuelle. Il y en a qui disent que c'est évident que c'est homosexuel, d'autres qui disent que peut-être, peut-être pas. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors, par rapport aux idées reçues sur John Woo, je suis assez d'accord avec toi, que tout le monde l'associe malheureusement au film d'action, alors qu'il a fait plein d'autres styles de films qui n'ont rien à voir. Et je pense que par rapport à la dramaturgie, il est très, je le trouve très bon et très fort. Parce que tous ces films, moi, ce que je me rappelle, tous ceux que j'ai vus, bon, de l'époque des polars, moi je me rappelle surtout de la musique, les musiques du film. Et aussi, on va dire, les combinaisons entre les acteurs du film. Entre les trois frères qu'il y a dans Une balle dans la tête, dans The Killer, entre le tueur et le flic. Et émotionnellement, on sent que ça a été travaillé, quoi. Et c'est ce qui m'a toujours plus marqué dans ces films. Bien sûr, le côté gunfight, le côté chorégraphie, c'est impressionnant, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Parce que je pense, me connaissant, s'il n'y aurait que de la chorégraphie et du combat, je pense que j'aurais lâché John Woo. Je pense qu'il y a autre chose. Et pour revenir à ta question, le côté homosexuel entre... oui, pourquoi pas, je te dire oui et non. On peut le voir comme ça, comme on ne peut pas le voir. Ça dépendra bien sûr de l'interprétation de chacun et aussi où le film nous amène. L'orientation du film aussi. Est-ce qu'on a envie de voir, en fin de compte, une future relation homosexuelle entre les deux protagonistes? Ça, on ne sait pas. C'est peut-être aussi une interrogation que pose John Woo, on ne sait pas.
là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. J'aime beaucoup ta réponse personnellement parce que c'est ce que je pense aussi, c'est-à-dire bon bah s'il y en a qui veulent le voir, tant mieux, Copieur. si ça leur fait plaisir, etc. Et en même temps, s'il y a des... si c'est pas forcément ce qui nous parle, bah on n'est pas obligé entre guillemets de le voir. Personnellement, j'apprécie beaucoup ce côté justement... comment dire ça, frère de sang, de guerre, tu vois, un truc très chevaleresque dans l'idée, c'est aussi quelque chose qui me parle, donc je suis content à ce niveau-là, c'est pour ça que j'aime bien ta vision des choses. Merci. Bon, on sera 2 déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà un bon début. On va essayer de convaincre les autres. Bref, John Woo, d'habitude, donc, il fait des films, comment on a dit, enfin, dans cette période-là, hein, comme tu as dit, il a fait plein d'autres films, mais il y a une période où il faisait beaucoup de comédies parce qu'il a fait une comédie à succès, c'est très peu connu. Au début, il a fait des films d'arts martiaux. Il a, entre autres, fait un qui est un peu, d'une certaine manière, l'hommage ultime à Chong-Chi, dans le sens où, cette fois-ci, c'était en effet les codes de la chevalerie, mais utilisés dans un film de chevalerie, dans un Wuxiapian pur. Je sais pas si tu l'as vu, c'est La Dernière Chevalerie. Last Era of Chivalry, c'est ça? Je Ouais, sais pas si je l'ai bien prononcé, mais je l'ai téléchargé, mais je l'ai toujours pas regardé. Mais celui-là, faut que je le vois. Celui-là, faut que je le vois. Moi, je l'ai en DVD collector. T'as de la chance. Je te propose maintenant qu'on parle des acteurs. Alors certes, pas tant de leur carrière, mais plus de leur interprétation dans le film quand même, pour revenir un peu sur le film duquel il est question. Et on a un petit acteur de rien du tout, un mec qui sait pas jouer la comédie. On a Tony Leung Shuai dans le rôle, on va dire, du plus gentil des trois. Oui. Gentil, on va dire oui et non. Alors bon, le gentil, c'était pour simplifier, mais... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui, c'est la représentation qu'on fait au début du film, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui en tant qu'acteur? Est-ce que tu le trouves bon, tu le trouves mauvais en règle générale et dans le film? Tony Leung, des films que j'ai vus de lui, je l'ai toujours trouvé juste. Je l'ai jamais trouvé hors sujet. Si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ouais, tout à fait. Je l'ai jamais vu vraiment surjoué. Je l'ai jamais vu vraiment en dessous. Je l'ai toujours vu jouer très juste. Moi, je l'ai vu dans... je l'avais vu dans À toute épreuve. J'arrive pas à dire le titre en anglais. Hard-boiled. Hard-boiled. Et je l'avais trouvé excellent déjà dans À toute épreuve. Et là, son rôle dans Une balle dans la tête est complètement différent de À toute épreuve. Mais je trouvais qu'il jouait, il passe. Moi, ce qui m'impressionne, chez cet acteur, c'est sa capacité de passer de la tristesse à la colère, à la joie, à plein de choses. C'est ce qu'on appelle couramment un acteur, hein, en fait. Exactement, c'est un acteur. Tu as raison. Et encore que des fois, je me pose la question parce qu'il y en a, on dit qu'ils sont acteurs, mais des fois, je les vois pas trop. On voit pas cette palette-là. Mais je trouve dans ce film, ça me l'a encore prouvé. Encore plus que l'ancien que celui d'À toute épreuve. Moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est sa justesse de. Je trouve qu'il est crédible en tant qu'acteur, et je le trouve aussi crédible dans les rôles physiques. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'à la base, c'est pas qu'un rôle d'acteur. Il y a aussi, moi, je trouve dans les films de Hong Kong, il y a, je sais pas si on peut en parler. Mais tu sais, culturellement, en général, quand on fait des films à Hong Kong, physiquement, je pense qu'il y a un engagement assez fort. Parce qu'on est amené à faire les scènes par soi-même, de jouer des cascades soi-même, faire les combats soi-même. Bon, il y a des cascadeurs aussi, il y a des doublures, oui, évidemment. Mais disons que, en effet, il n'y a qu'à voir, en fait, on va parler d'une balle dans la tête, les scènes de bagarre au début. Au début, on a des espèces de bagarres de gang, on va dire, d'une certaine manière, tu vois. Et si tu regardes ces espèces de bagarres de gang, c'est pas filmé avec 50 plans pour un coup de poing et tout ça. Il y a presque un côté film de kung-fu là-dedans, presque, hein, je veux dire. Dans le sens où on voit qu'il y a ce côté un peu dynamique, tu tapes, je te push, je te tape, bam, sur le même plan, ou des trucs comme ça, tu vois. On n'est pas dans un côté un peu rouillé du genou, tu vois. Tout à fait, ouais. Non, mais pour revenir à ce que tu dis, oui, c'est vrai qu'il y a des cascadeurs, mais n'empêche qu'à Hong Kong, cascadeurs ou pas, je sais que les acteurs, ils préparent des mois à l'avance pour faire le rôle, et des fois, par exemple, Tony Leung, quand il a fait The Grand Master, le film de Wong Kar-wai, là, sur la vie de Hitman, je sais qu'il s'était préparé des mois à l'avance pour maîtriser l'art martial de Wing Chun, la technique qu'utilisait Hitman, pour être crédible pour le film, quoi.
Et là-dessus aussi, J'allais dire, si je me permets, j'allais dire pour être crédible, pas pour maîtriser, mais pour être crédible à l'écran. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'il maîtrise cet art martiaux, les arts martiaux ou cet art martial, pardon. C'est il faut qu'il soit crédible à l'écran. Et là-dessus, je sais qu'il est. J'ai eu une interview de lui. C'est quelqu'un de très très sérieux de ce côté-là, quoi. Donc par rapport à lui, Tony Leung, je l'ai trouvé très juste dans son rôle, dans tout, et aussi dans le rôle physique. Parce que dans la prestation aussi, la crédibilité de tout, j'ai trouvé très très bon. Faut pas oublier aussi, moi c'est un truc que j'apprécie chez cet acteur, c'est que c'est un type qui a autant fait des comédies, que des drames, que des films un peu plus d'auteur, que des films un peu plus grand public. On le voit autant chez Wong Kar-wai, In the Mood for Love, enfin Wong Kar-wai tout court, mais In the Mood for Love par exemple, qui est un film où je le trouve fantastique. On le voit aussi par exemple dans Hero, pour prendre un truc grand public, un Wuxiapian grand public. On l'a vu dans des comédies comme par exemple Newman Mission. On le voit chez John Woo, on le voit dans plein de trucs. C'est un acteur qui est polyvalent et qui choisit des rôles très différents aussi. Ah, c'est clair. C'est pour ça que je pense qu'il est, comme tu dis, c'est un acteur, quoi. Ça se sent aussi dans sa filmographie, quoi. Il n'est pas que campé un style de rôle ou un style de film. Alors, on va aussi parler des deux autres. Les deux autres, je t'avoue que je les connais moins. Alors, Weasley, je sais que c'est un acteur qui fait souvent le traître parce qu'il a une tête de traître, on va dire. Délit de faciès, c'est pas gentil. Oui, je sais, mais c'est pas moi qui le dise. Il n'y a qu'à voir sa filmographie. Non, mais t'as raison. Non, mais je sais, il n'y a pas que toi. Oui, après, c'est aussi peut-être grâce à ça qu'il est rentré au cinéma, faut pas oublier. Ah non, mais ça je dis pas que c'est un mauvais acteur, mais c'est vrai que c'est un acteur que je connais un petit peu moins bien, faut dire les choses comme elles sont. Au troisième, Jackie Chung, je connais encore moins bien. Je dois être tout à fait honnête avec toi. Moi, Weasley, je le connais très peu aussi. J'ai dû voir un ou deux films de lui en contre. Le Syndicat du crime. Oui, le Syndicat du crime, et aussi un film, comme il s'appelle, The Big Hit, aussi. Je l'ai pas vu celui-là. Ah bah faut que tu le regardes. Oui, je le revois aussi. C'est un film de Kurt Kong, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement, un excellent film de Kurt Kong, ouais. Et qu'il a fait juste avant Crime Story avec Jackie. Et il est très... il était très bon ce film. Que j'avais découvert grâce à la revue HK Vidéo et à toute la présentation de Kurt Kong aussi, je crois sur un numéro, ils en parlent. Je profite pour faire une petite parenthèse. Kurt Kong, si vous aimez le polar dynamique, où vous êtes, comment dire ça, en apnée pendant 1h30, faut foncer. Hein. C'est parfait. Parce que franchement, c'est un réalisateur que j'adore. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais il fallait que je le place puisqu'on l'évoquait. Parce que j'adore Kurt Kong aussi. De toute façon, tu sais, il s'influence plus ou moins. Et puis de toute façon, vu que c'est Hong Kong, il ne faut pas oublier aussi de le dire. Je ne sais pas si tout le monde le sait. C'est ce que disent souvent les acteurs, les réalisateurs, les producteurs. C'est un peu familial. C'est qu'en fin de compte, tout le monde se connaît. Et quand ils veulent faire des films, ils s'appellent tous, et ils se connaissent tous, et tout le monde tourne avec tout le monde, en fait. Donc c'est un peu plus familial comme cinéma. Je parle du Hong Kong de l'époque, hein. Je ne parle pas du Hong Kong d'aujourd'hui, ça a peut-être complètement changé. Parce que maintenant, vu que la Chine a pris le monopole aussi, un peu du cinéma en général, même mondial. Et Hong Kong à l'époque, c'était très 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 familial, quoi. Moi, je sais par exemple, je sais que toi aussi tu aimes bien ça. Si tu te souviens des films des années 80, fin 70, 80, 90, de la vague un peu Jackie Chan, Samung, Yuan Biao, je te fais le pari que tu reconnaîtras beaucoup de bad guys, les mauvais, tu vois ce que je veux dire, les bad guys des films, comme Yuan Hua par exemple, ou Dick Wei, que tu retrouves par exemple chez Sammo, tu vas retrouver chez Jackie Chan, tu vas retrouver dans Yuan Biao. C'est parce qu'en fait, ils se retrouvent tous un petit peu dans ces films en fait. Bah, il faut pas oublier un détail, hein, c'est que Hong Kong, ça reste une ville. Donc c'était une ville, si tu veux, qui avait son star system, tu vois. Mais finalement, c'était, on va dire, un écosystème, tu vois. En fait, t'as tout résumé, t'as bousillé ma théorie, en fait, c'est une ville. T'as raison. C'est exactement ça. Bon, alors, on va revenir à ce balle dans la tête et dire que ce film, bah, en fait, il a un truc particulier. C'est qu'au lieu d'être un polar avec des gangsters et tout ça, en fait, c'est 3 gars qui se retrouvent pendant la guerre du Vietnam. Mais pourtant, je trouve, je sais pas si tu es d'accord, que c'est une guerre du Vietnam qui nous est montrée comme jamais elle n'a été montrée. C'est-à-dire, on est très loin de la vision d'un film sur le Vietnam américain, par exemple. Ah ouais, complètement.
Bah déjà, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que déjà, c'est comment ils sont arrivés, tu vois, dans le pays. Et la vision déjà, parce que tu vois déjà, bon, je vais spoiler un peu le film, désolé. Si t'es d'accord. Vas-y. Bah, tu vois, la première scène qu'on voit, c'est quand ils arrivent dans le taxi. Donc, tu vois, le taxi, puis avec la sortie d'un général vietnamien, on va dire, avec le contexte de l'époque, vu que au Vietnam, il y avait les Viet Cong, et puis aussi l'autre armée vietnamienne qui collaborait aussi avec les Américains. Et c'était en pleine manifestation contre la guerre. Et en même temps, il y a eu cet attentat qui est arrivé et tout ce qui en découle par la suite du film. Et en fin de compte, on a une vision vraiment, moi je trouve bien plus objective, même si ça reste un film, que certains films américains. C'est-à-dire qu'on a la vision de 3 Chinois de Hong Kong qui viennent tout simplement au Vietnam. Et qui se rendent compte en fait que la guerre, elle est là, elle est présente à chaque instant. Et que pas forcément dans les combats. C'est ça que j'avais aimé aussi dans l'introduction du film. Ce qui est intéressant au début du film, c'est que, alors, quand ils arrivent au Vietnam, c'est qu'ils arrivent et ils disent « Tiens, on dirait pas que le pays est en guerre ». Et tout d'un coup, parce qu'ils arrivent dans une ville où il y a des marchés, enfin bref, ça a l'air de vivre normalement, et tout d'un coup, la violence, elle arrive comme ça, bam, et elle monte un peu crescendo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avant d'arriver au Vietnam, il y a toute la partie à Hong Kong qui nous montre aussi quelque chose de relativement violent, avec justement des manifestations, il y a une bombe qui explose, enfin bref, il y a des morts et tout ça. Et donc la première partie, je profite déjà pour le placer, qui faisait aussi référence à des choses qui se passaient, on va dire en Chine au sens large. Le film est de 90, en 89, il y a eu la fameuse manifestation à Tiananmen, là, le massacre. Donc il y a eu des références comme ça. Et en fait, quand ils arrivent au Vietnam, c'est pire encore. C'est pire. Tu viens de le dire, c'est pire. Et même ce que tu as dit, je vais rebondir dessus. C'est que, en fait, la violence, comme tu as dit, le mot, comme tu as dit, on ne se rend pas compte que le pays est en guerre, c'est ce qu'ils disent quand ils arrivent, mais en fait ça monte crescendo dans le film. Plus tu avances, plus tu vas de plus en plus loin dans la barbarie de cette guerre. Et c'est à mon avis ce que voulait aussi montrer John Woo dans le film, quoi. C'est nous prendre par la main et nous montrer petit à petit comment ces trois frères vont traverser cette période de leur vie dans ce chaos qui est qu'une guerre, surtout dans le contexte du Vietnam à l'époque, quoi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, justement, c'est après la première grosse scène de gunfight, qui est finalement avec un caïd local, tu vois ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec justement la guerre du Vietnam vue par les Américains. On les voit fuir en voiture, et là ils arrivent sur un vrai champ de bataille, un vrai champ de la guerre du Vietnam, on va dire à l'américaine, je dis à l'américaine pour que les gens comprennent, et on voit, eux ils sont pas là, eux ce sont des civils dans leur voiture, et tout ce qu'ils veulent c'est quitter la zone de guerre, quoi. C'est vraiment une autre vision du Vietnam et de la guerre du Vietnam. Même si tu allais plus loin, même eux ils ont rien à voir avec cette guerre, ils sont pas là pour ça, parce qu'au départ du film ils sont juste là pour faire du trafic avec un caïd local, quoi, et repartir, et peut-être revenir à Hong Kong. Parce que eux leur but c'est pas de vivre au Vietnam, c'est déjà, on l'a peut-être pas dit au début du film, mais s'ils sont partis au Vietnam, c'est qu'il y a une raison qui a fait qu'ils se retrouvent dans ce merdier, quoi. Alors moi tu veux que j'en parle, mais si tu veux, mais enfin oui, vas-y, oui, c'est parce que en fait, c'est intéressant parce qu'on peut aller sur le côté amitié justement, qu'il y a un des personnages, le jour de son mariage. Parce qu'un de ses potes qui a tout fait pour lui, on va dire, qui a encaissé des coups, je reste un peu vague, mais bon, qui a encaissé des coups et tout, ils sont allés se venger et ils ont tué quelqu'un, et c'est pour ça qu'ils doivent quitter Hong Kong. Exactement. En fait, tout est lié, en fait. C'est que ces 3 amis, en plus, qui viennent d'un milieu, je crois, d'après ce que j'ai lu, parce que bien sûr, quand j'ai revu le film, je suis un petit peu allé voir ce qui est écrit sur le film, c'est toujours intéressant. Et en fin de compte, ça représente bien une période assez particulière de Hong Kong, en 1967. Bon, s'il y a des historiens qui n'hésitent pas à me reprendre si je dis des conneries. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, en 1967, il y a eu beaucoup de manifestations à Hong Kong, parce que aussi la vie était l'économie aussi à Hong Kong était très, très difficile. Il y a beaucoup d'investisseurs. Ça nous rappelle des choses. Beaucoup d'investisseurs étrangers qui étaient partis de la capitale, de Hong Kong. Et du coup, il y a le gouvernement chinois, à l'époque bien sûr c'était communiste, en ont profité pour créer un peu la zizanie.
et forcément la propagande, et beaucoup de manifestations assez violentes. Si tu te souviens bien, dans le film, on voit des manifestations, même des mecs qui plaçaient des bombes. Même une scène assez marquante au début du film que je vais pas spoiler, et qui explique très bien le contexte. Et en fin de compte, c'est le chaos total en fait. Déjà, donc, pour que je rebondisse un petit peu sur ce que tu as dit, c'est que eux déjà, leur contexte de vie, ils vivent dans un quartier très pauvre de Hong Kong. Ils n'ont pas d'issue à part devenir des petits caïds du coin, quoi, des petits voyous, et se battre avec les banques du coin. Mais leur vie est surtout basée sur la misère et sur le racket et le vol. Et donc du coup, leur vie est basée sur le chaos déjà à leur époque. Et malheureusement, il y en a un d'eux qui a dû tuer, comme tu as dit, malgré qu'il se soit marié. Après, vous regarderez le film et vous verrez bien pourquoi, parce que je ne vais pas trop raconter. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi que vous le découvriez par vous-même. Et la raison que ces trois frères partent, ça a été aussi du chaos pour repartir et se retrouver dans un chaos. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Après, je t'en prie, c'est à toi. Non, mais là, tu as parfaitement résumé la première partie du film, qui d'ailleurs dérange souvent un peu les gens, parce que c'est vrai que déjà les acteurs, ils sont beaucoup plus âgés que l'âge des personnages qui sont censés jouer, qui est quelque chose d'assez classique d'ailleurs dans le cinéma de Hong Kong, on va dire l'éternelle jeunesse des Asiatiques, mais ça arrive très souvent que des acteurs d'une trentaine, voire une quarantaine d'années jouent des jeunes, ça c'est un truc très classique. Alors c'est vrai qu'au début ça fait un petit peu bizarre quand tu les vois faire la corde à sauter un petit peu en mode wouh, tu vois, par exemple, tu fais un peu, il y a un décalage là. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop cette première partie parce qu'elle mélange un peu beaucoup de choses, il y a du drame, il y a de l'humour, il y a un peu de combat de rue, il y a un peu tout qui se mélange comme ça, tu sens que c'est vraiment une grosse intro qui dure, je crois, à peu près une demi-heure. D'ailleurs, la première fois que j'ai vu le film, je dois avouer que je l'avais trouvé un petit peu longue, cette intro. Ah ouais, c'est long. Et en fait, t'as résumé l'histoire, mais c'est vrai que c'est une intro qui peut un peu déranger. C'est vrai qu'elle est un petit peu particulière. Mais le film commence quand on arrive au Vietnam. C'est là que, personnellement, je trouve que le film explose complètement. Complètement, ouais. Alors maintenant, j'ai une question par rapport à la guerre du Vietnam, comme elle est représentée. Il y en a qui disent que dans le film, les Américains sont bien montrés. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'une ou deux fois, ils sont sauvés par les troupes américaines. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, on va dire, mais après, les Américains sont bien montrés. On va dire, c'est quand même, le film est quand même orienté du côté où les Américains vont les sauver. Parce qu'en fin de compte, on les a peut-être placés, les trois héros, les trois frères, je veux dire. Peut-être du côté des Américains, parce qu'en fin de compte, ils se font capturer pour, tu sais, l'histoire de la caisse en or. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette caisse en or, quand ils sont capturés, je crois qu'il y avait des plans de la CIA. Et alors du coup, donc forcément, les Vietcong les associent aux Américains. Et peut-être aussi l'orientation des soldats américains va dans ce sens-là, qui sont plutôt les sauveurs. Oui, c'est peut-être ce qu'il a voulu montrer, John Woo, c'est possible. Après, je dirais oui et non. Après, parce que quelque part dans le film, les Américains, je veux dire, on les voit toujours... ils sont prisonniers dans le camp, déjà. On les voit prisonniers dans le camp, il y en a même qui se font tuer. Après, on les voit intervenir pour sauver les prisonniers. Après, j'avoue que quand j'ai vu le film, je ne me suis pas trop posé la question, je peux dire honnêtement. Parce que vu que c'était le contexte de la guerre, de toute façon, un film de guerre, pour vraiment être objectif, je ne sais pas si on peut vraiment être objectif quand on regarde un film déjà à la base. Alors en plus, un film qui parle d'un contexte d'une guerre précise, je pense que ça va quand même assez difficile. Alors, je t'avoue que je suis assez d'accord dans le sens où peut-être qu'il a voulu en effet montrer les Américains de manière positive, mais personnellement, je m'en fous un peu parce que c'est pas ça le thème du film, c'est pas ça l'important. C'est ce que je te dis quelque part, même quand je regardais le film, c'est pas ça qui me, tu vois, même je m'en foutais complètement. C'était pas ça le but. Voilà. On n'est pas là pour savoir qui des Vietcong ou des Américains sont les gentils ou les méchants, on est là en train de suivre ces trois personnages qui deviennent 4 voire 5 avec la demoiselle et qui se retrouvent dans ce merdier, tout simplement. Alors maintenant j'ai une autre remarque. Le film a été un échec commercial à Hong Kong lors de sa sortie, même s'il est considéré depuis comme l'un des meilleurs, voire le meilleur de John Woo selon beaucoup.
mais à son époque, à Hong Kong, beaucoup trouvaient que le personnage interprété par Weasley, donc je dis les noms des acteurs parce que les personnages ont des noms à la con du genre Ben, Paul ou des trucs comme ça. Oui, c'est Ben, le personnage Paul et Franck, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il y a Luc aussi. Je suis ton père. Donc je disais, le personnage de Weasley était considéré, selon les personnes qui l'ont vu à Hong Kong à l'époque, comme le seul qui prenait des décisions rationnelles, quoi. C'est-à-dire que les autres, selon eux, ils réfléchissaient pas, c'était lui qui avait raison de réagir comme il réagissait. Oui, je vois, je vois peut-être qu'on a peut-être dû lire le même article. C'est possible. C'est possible. Alors, oui, par rapport que Weasley... après, oui, moi, je te dirais oui et non. Parce qu'en fait, chaque personnage réagit à sa façon. Weasley, lui, on sait très bien pourquoi il est là. Si, je vais parler un petit peu qui est Weasley dans le film. Weasley, on va dire, c'est celui, déjà, au départ... de toute façon, ils sont tous plus ou moins... on va dire, le seul qui a à peu près un soutien familial, on va dire, à peu près équilibré, on va dire... qui n'est pas rejeté plus ou moins par ses parents, on va dire, c'est Tony Long. Ouais. Et Weasley, lui, par contre, quand il a vu que son père, il a toujours vécu... de toute façon, on ne sait même pas s'il a une mère, parce qu'on ne le voit même pas dans le film, je crois. Et son père a fini éboueur. Et lui, voir son père tous les jours aller faire les poubelles, c'est quelque chose qui le répugne. Et tout ce qu'entendait, je crois, il en parlait avec son père, moi je veux gagner de l'argent, je veux vivre. Mon but dans la vie, c'est gagner beaucoup d'argent. Parce que je veux pas que tu sois comme moi. Je veux pas être comme mon père. Et même son père lui disait, moi ça me plaît d'être éboueur, parce que quelque part, j'ai pas le choix. Mais il lui a dit, moi je veux pas que tu deviennes éboueur, moi je veux que tu gagnes mieux. Et après, quand on connaît ça, quand on voit comment tout se passe dans le film, son comportement est tout à fait logique. Je veux dire, il est complètement dans son personnage. Lui, son but, c'est même pas... Lui, son but, c'est de réussir et c'est l'argent. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est son moteur. C'est sa motivation première. Je trouve qu'au début du film, elle fait partie de ces scènes qu'on pourrait trouver peut-être un peu niaises. C'est la scène de la course à vélo, qui représente totalement le film, en fait. C'est-à-dire, on a le personnage de Weasley... Bon, je vais spoiler, désolé, mais qui gagne cette course, d'accord, et il est tout content. On a le personnage interprété par Jackie Chung qui lui est un peu à la traîne, et il essaye de venir, voilà, il est un peu maladroit, mais il est dans le délire. On a le personnage interprété par Tony Leung qui lui, il est deuxième, parce qu'il est très fort, mais il est deuxième. Mais quand le personnage de Jackie Chung est à deux doigts de se casser la gueule, c'est lui qui le retient, c'est donc le personnage interprété par Tony Leung, tandis que celui de Weasley, il lève les bras pour dire « j'ai gagné ». Et là, on voit toute la personnalité et tout ce qui lie ces trois personnages, et toutes les interactions qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire, celui qui est très gentil, le personnage de Jackie Chung, est un peu bagarreur, mais qui malgré tout, on va dire que c'est peut-être le moins glorieux des trois. On a celui qui est interprété par Tony Leung, qui, lui, c'est l'envie d'aider les autres, l'humaniste avant tout. Et on a le personnage interprété par Weasley, qui, lui, c'est la gagne avant tout. Exact. T'as tout dit, hein, je me mets à genoux là, si tu ne vois pas. Fais attention, ça peut faire mal des fois. Je sais, j'ai pas mis des clous, hein, mais je fais gaffe. Non, mais t'as tout à fait raison, c'est exactement ça. Et je tiens à rappeler aussi, pour ceux qui nous écoutent, n'écoutez pas ce live si vous n'avez pas vu encore le film. Parce que si vous regardez le film, après avoir vu ce live, pas ça très judicieux, vaut mieux voir le film et écouter le live après, ou le podcast, j'appelle ça un live ou un podcast. C'est un live en différé. Si tu veux. Donc voilà, pour ce que tu as dit, Weasley, non, moi je trouve cohérent. Même si je trouve que son personnage est un peu mis de côté dans le film, je trouve. On va pas plus loin. On sait qu'il est comme ça. On sait qu'il est comme ça, on sait que c'est la gagne, on sait qu'il n'a qu'une envie, c'est de gagner de l'argent, réussir, s'en sortir, s'extraire de ces conditions. On va pas plus loin. Que les autres personnages, on sent qu'il y a un travail un peu plus important. Après, c'est peut-être voulu aussi. Parce que pourquoi en rajouter? Parce que déjà, on sait ce qu'il veut. Après, c'est peut-être pour faire monter aussi la sauce émotionnelle. Hein. C'est peut-être logique aussi pour la dramaturgie. Vas-y, je t'en prie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'on a peut-être moins l'impression qu'il est super pote avec les autres, alors que les deux autres, on sent qu'il y a
une grosse amitié. Lui, il fait partie de l'équipe, il est super pote, mais t'as l'impression que tu pourrais te poser la question, tiens, comment ça se fait qu'il soit aussi pote avec eux, tu vois. Il est avec eux, mais malgré tout, c'est peut-être le moins impliqué dans l'histoire, on va dire. Ouais, et puis même si tu te rappelles, bon, je vais parler d'un autre personnage pour moi qui est super important aussi dans le film. Je sais pas si même ceux qui ont fait des articles ou des critiques en parlent, c'est Luke, joué par Simon Yam, que je trouve iconique dans le film. C'est un peu le même rôle qu'avait Sean Yun-Fat dans The Killer, quoi. C'est un symbole dans le film, Simon Yam. Et ben Luke, si tu te souviens dans le film, souvent Paul passait son temps à engueuler Luke et tout le monde. Et même quand tu regardes le film, tu te dis mais il passe son temps à les engueuler, à les insulter, à les menacer. Et tu te dis mais pourquoi ils sont amis, comme tu as dit, pourquoi ils sont pas. Et en fait, ça montre bien des fois que l'amitié, là je sors un peu du cas du film, en fait l'amitié des fois c'est que ça tient pas grand chose en fait. On est ami peut-être avec une personne qui n'est pas forcément amicale envers nous-mêmes, je sais pas. Il y a peut-être d'autres raisons qui sont devenus amis, c'est peut-être le fait qu'ils aient traversé des épreuves pendant leur jeunesse, et en fin de compte ils se sont toujours soutenus plus ou moins, et donc du coup ça crée cette amitié. Mais en fin de compte, Wesley dans le film, il passe son temps à les insulter et à les pourrir, même à tout ça. Je vais pas dire la suite parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais voilà, on va dire il a un côté très destructeur, mais il le garde avec eux quand même. C'est ça qui est paradoxal aussi et qui est aussi intéressant donc. Mais je vais faire mon habitant de Hong Kong, on va dire de l'époque. Il est vrai que des fois, tu as quand même l'impression que Wesley, c'est quand même celui qui aurait pu prendre la bonne décision. Je pense par exemple au tout début, quand ils arrivent au Vietnam et qu'ils se vexent avec le caïd, tu vois. Tout ça parce qu'ils ont reconnu une chanteuse de chez eux, de Hong Kong, qui est là-bas, qui est droguée, qui est exploitée de manière très sale, et que eux ils la reconnaissent. Et donc Tony Leung, comme on a dit, c'est celui qui ressent le besoin d'aider tout le temps les autres. Et ben, il commence à provoquer le caïd un petit peu, et Wesley lui dit mais pourquoi t'as fait ça? Tu nous as foutus dans la merde. Alors d'un côté t'as le côté humaniste et on est d'accord avec lui, et d'un autre côté t'as l'autre qui est un petit peu plus calculateur, et tu dis oui bon c'est vrai que sur ce coup il est un peu taré dans la tête l'autre quand même. Oui, mais ce qui est bien dans ce film, en fait, c'est qu'en fin de compte, les trois personnages, je pense que c'est ce qu'a fait John Woo, c'est qu'en fin de compte, c'est que montrer les points forts et les points faibles de chaque personnage. Le côté pragmatique, qui est tout à fait logique de Wesley, quand il dit ça, t'as raison. Ça veut dire que, attends, tu parles à un chef de... non, calme-toi, fais pas ça, quoi. Et t'as un côté aussi de Jackie Chan, des fois, qui peut péter un plomb pour pas grand-chose, même, je sais pas si tu te souviens de quelques scènes, alors que des fois il vit des moments assez durs et des moments plus calmes et des fois il est entre les deux. Donc en fait chacun aussi a, on va dire qu'ils sont un mélange de plein de contradictions et qu'en fin de compte si tu analyses on va dire de façon logique et sensée le film, on va dire celui vraiment qui par rapport à la mission de départ, parce qu'oublie pas qu'au départ pourquoi ils sont allés au Vietnam, c'est pour faire du trafic et pour devenir aussi faut le dire, hein, c'est pour devenir des gangsters, quoi. Et voilà, et s'enrichir grâce à la criminalité organisée. Et celui qui est peut-être le plus apte à devenir un criminel, c'est qui? C'est Wesley. C'est Wesley. C'est Wesley. Lequel qui aura plutôt tendance à devenir quelqu'un qui aide, et même si tu te rappelles, il y a quand même un symbole assez fort désolé de spoiler, dans le film, c'est quand Tony Leung il se fait récupérer, tu vois, après quand il se fait tirer dessus, et qui c'est qui le récupère? C'est des moines bouddhistes. Donc le côté humaniste, le côté aussi prendre soin des autres, voilà. Et en fait, chacun, en fin de compte, on se rend compte, le seul qui tient la route pour mener la barque et arriver au bout du projet, c'est Wesley. Et les autres, en fin de compte, ils le suivent parce que voilà, il faut le suivre, parce qu'il y a un contexte qui fait qu'ils n'ont pas eu le choix de partir. Mais là, je vais me permettre de faire un méga spoil ultime, puisque tu dis à chaque fois qu'il y a un spoil. Oui, c'est celui qui mène le mieux la barque, mais au final, la barque, elle se retourne aussi contre lui. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui, comme tu dis, c'est qu'il n'y a rien de parfait finalement. Tu vois. Non, parce qu'en fait, c'est ça qui est bien dans ce film, et c'est là-dessus qu'il a poussé au maximum, je pense, les rôles de chacun. Ça veut dire qu'en fin de compte, une amitié, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui tient, des fois, je ne veux pas parler d'expérience personnelle de chacun, mais même pour toi, je te fais le pari que des fois, tu as des potes, des amis, mais tu te dis avec le recul, mais pourquoi je suis pote avec lui?
Ça lui est arrivé des fois, je te fais le pari, non? Ça arrive un peu à tout le monde. Disons qu'en fait, l'amitié, c'est facile à dire, mais en fait, c'est dans une circonstance précise, les deux vont dans le même sens, donc là, on est potes. L'exemple que tu peux prendre, pour prendre un truc assez gros, c'est par exemple les amitiés de vacances. Tu vois, genre, tu pars en vacances en Thaïlande, pour prendre un pays, par exemple, là où a été tourné ce film, hein, c'est pas pour rien que je le dis. Et puis, tu rencontres quelqu'un d'autre qui est français, bah, tu parles avec lui, et comme vous parlez la même langue, bah, ça tombe bien, ça crée une espèce d'amitié, tu vois, alors qu'en fait, le mec, t'as rien à voir avec lui, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Et en fin de compte, c'est là aussi que ça montre aussi dans le film la limite de leur amitié, en fait. C'est ça, en fait. C'est jusqu'à où ils sont prêts pour y arriver, quoi. Et c'est un peu ça, en fait, la trame du film. Jusqu'où leur amitié va aller pour s'en sortir. Bon, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la réalisation, quand même. Même si c'est John Woo, quoi. Alors, pour la réalisation, moi, ce qui m'avait marqué dans le film... ce qui m'avait marqué dans le film, c'était surtout les plans de bataille, en fait. Les moments de combat. Parce que je crois que, d'après ce que j'ai lu, je crois que c'est la plus grosse production de Hong Kong qu'il a eu, je crois, John Woo, au niveau budget. Je crois qu'il a eu énormément de moyens, je crois. C'est possible parce qu'il y a vraiment des scènes de guerre, on va dire, bon, certes, limitées, hein, mais tu te dis, pour un film de Hong Kong, c'était pas mal. Hein. Ah non, et je suis sûr que tu penses à un plan, parce que c'est un des plans que j'ai en tête, un de ces plans magnifiques qu'il y a dans le film, c'est quand il s'échappe du camp, et t'as un plan, t'as les explosions dans le fond, et les mecs en train de courir, pas vraiment au premier plan, mais c'est un peu de biais comme ça, non? Oui, exactement, j'ai ces plans en tête, en fait. C'est-à-dire le plan, quand tu vois les hélicoptères qui arrivent, ça me fait forcément penser à d'autres films du Vietnam, films américains, mais bon, voilà. Après, tu penses à la chevauchée des Valkyries pendant ce temps-là, c'est ça? Oui, voilà, ou d'autres. Non, mais après, c'est la patte de John Woo, parce que lui, il a aussi sa façon de filmer, mais c'est sûr qu'il est influencé. De toute façon, quel réalisateur n'est pas influencé par les autres réalisateurs? C'est impossible, parce que tu regardes les films de tout le monde. T'es obligé d'être influencé. Et puis le cinéma, tu vas pas le réinventer comme ça du jour au lendemain. C'est quand même, je pense que c'est déjà faire un film, c'est déjà un réalisateur, c'est lui, sa personnalité, son savoir-faire. Et après, tu es d'accord avec moi, il y a un scénario, il y a des acteurs, il y a des producteurs. Donc c'est beaucoup d'incertitudes et de problèmes ou de réussite à venir, on ne sait pas. Mais il y a une chose qui marque quand tu vois un film ou un réalisateur, c'est la façon dont il filme, les plans comme il les met, les grands angles, le travelling. Et ben dans le film, moi je sais que les scènes qui m'ont le plus marqué, c'est pas la scène, tu vois, la scène quand ils vont affronter le Kaïd, là, tu vois, dans le bar hôtel. Là. Ça, c'est du John Woo comme on a vu dans The Killer ou à toute épreuve, avec les gunfights, tout le monde se tire dessus, il y a des glissades, il y a des balles qui partent de partout, il y a de la fumée, des explosions. Ça, on va dire ça, on va dire moi j'étais habitué, j'avais le code. C'est pas ça qui m'a marqué, même si c'était super bien fait, même d'autres scènes qui étaient assez bien réalisées. Et je crois que c'est Shin Soo-tung qui a fait les scènes. Je sais pas. C'est une question que je te pose. Shin Soo-tung était chorégraphe en tout cas. C'est pour ça qu'il y a ce côté aérien, tu sais, où les gens sautent au ralenti sur le côté et tout ça, très justement héritier du wuxiapian. Ah bah complètement, mais je trouve que la combinaison est très bonne. Et moi, ce qui m'a marqué au niveau de la réalisation, c'est ces scènes-là, les scènes de combat, de bataille. On va dire là où John Woo il a un plan plus large, tu vois, parce que ça demande énormément de moyens de faire des films de guerre, je pense, au niveau de la logistique, des plans, des explosions. Donc là, il a pu vraiment faire, je pense qu'il a dû se faire énormément plaisir à tourner ces scènes. Et il y a des plans, comme tu dis, la fuite, la fuite à un moment, je crois, il court, il y a les explosions en même temps. Mais il y a d'autres plans qui m'ont plu aussi dans le film, c'est les plans plus intimistes. Tu vois, par exemple, quand ils vont découvrir, tant pis, j'en parle. Donc quand Tony Leung revient après sa blessure, quand il retourne voir Luke, on revoit l'appartement, la maison de Luke avec les mêmes plans, avec Catherine Deneuve, je crois. Ouais, je crois que c'est elle. Et en même temps, il y a une musique, il y a une ambiance qui est en rapport aussi, parce que c'est un Eurasien dans le film, Semenya, mais est un métis franco-vietnamien, je pense, ou chinois-vietnamien, français. J'ai pas regardé ses gènes, je sais pas.
Et je trouve les plans intimes sont aussi bien filmés, quoi. On sent aussi l'émotion, tu vois. C'est ça que j'aime bien chez John Woo, c'est que quelle que soit la scène qu'il va filmer, il y a de l'émotion, quoi, quelque part. Même si c'est pas la guerre, si c'est pas du gunfight, c'est pas de l'action, il y avait de l'émotion. Moi, il y a cette scène qui m'a marqué. Il y a la scène, les scènes qui m'ont plus marqué, la scène aussi quand il retrouve Frank après son accident. C'est quand on s'est filmé le plan de ce qu'est la finalité. Alors pourtant, c'est une scène émotionnellement qui est très forte. Tu parles du final, là? Ouais, dans le final, quand il retrouve Frank, la scène... Le final, il est ouf. Ah, le oui, final, il est ouf. Il est ouf. Il le retrouve, mais tu as l'impression que cette scène, il y a quand même il y a des moments où il y a des coups de feu qui partent, quoi, et pourtant, émotionnellement, c'est très fort. Mais c'est là que je reviens un peu sur ce que je disais sur John Woo, c'est qu'on a tendance... surtout ceux qui connaissent que sa carrière US, parce que c'est le côté émotionnel, il a un peu laissé à Hong Kong, on va dire, sans doute parce qu'il n'a pas pu s'exprimer totalement. Mais quand on voit la scène finale de ce film, certes, c'est une scène d'action, mais c'est avant tout une scène dramatique, c'est avant tout une scène d'émotion qui te capture avec sa musique de ouf. Déjà, la musique que tu entends presque pendant tout le film, qui est fantastique, qui te tire des larmes. Pour te donner une anecdote, la musique, là, je l'avais pendant une semaine en tête, quand j'avais vu le film à l'époque. Et j'avais tous les jours, exactement, et tous les jours, j'avais des plans du film, des scènes précises. Et j'avais ça, tout le temps. Donc là-dessus, bravo John Woo, tu m'as bien conditionné. Parfait. Ça a bien marché sur moi, en tout cas. Sur moi aussi, ça fonctionne très très bien, puisque je suis très fan de John Woo de cette époque. Et justement, la musique composée par James Wong, entre autres, il y en a un autre aussi, c'est des musiques en fait très typées d'époque, quand on regarde. Ça fait très années 80, 90, justement, 80, beaucoup de synthé. 90, on sent. Très synthétiseur, très machin, mais je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. Oui, ça fonctionne. C'est fantastique. Juste vite fait pour parler de la réalisation, en ce qui me concerne, il y a beaucoup de plans que je trouve très iconiques. Au-delà de ce que tu as dit, il y a des plans, par exemple, où, comment dire, tu vois le film, et tu vois que ce sont des plans qui restent. Par exemple, j'ai un truc tout con, le premier plan où le personnage de Wesley prend une arme à feu, et puis il se braque pratiquement à la caméra, et après il fait juste biou, c'est-à-dire il tire même pas. Mais ce plan-là, par exemple, est très très fort. C'est comment dire, c'est un plan c'est pas un plan forcément que tu n'as jamais vu de ta vie, mais que dans le film, bam, ça te reste. Et il y en a plusieurs des plans comme ça. Et justement, comme tu disais, le plan de la course avec les explosions dans le fond et tout ça, il y a des moments, il y a des plans qui, boum, te restent. Et en plus de ça, comme on a dit, on a des scènes d'action ouïennes, ce qui veut dire excellentes, et on a une émotion de fou. Donc pour moi, pour moi c'est un cocktail, je dis pas que c'est le seul et l'unique, mais un cocktail excellent de ce qu'est un film d'action, quoi. C'est-à-dire, c'est pas juste du pampan décérébré ou un film d'action décomplexé, c'est même pas un film d'action décomplexé, c'est-à-dire, et on fait de l'action de grande qualité, et en même temps, on y apporte quelque chose de beaucoup plus là-dedans, tu vois. Oui, c'est ça, tu vois, la scène, quand tu vois la balle qui part, tu vois, quand Frank il meurt, tu vois la balle, juste la scène, le plan, on voit l'arme, et après, on voit pas quand l'arme elle va tirer, tu vois juste l'impact qui sort. Tu vois, c'est des plans qui marquent. Il y a aussi la scène dans le bateau, quand ils se disputent après, par rapport à l'or, parce que Paul, il veut absolument garder l'or, et puis je sais plus Tony Long, il balance l'or par-dessus bord, et l'autre, il commence à péter un plomb. Il y a des plans comme ça. Ouais, on a le Mexican Standoff à ce moment-là qui est très beau d'ailleurs, enfin qui est tout con mais qui est bien filmé avec ce triangle que l'on voit à l'écran qui donne bien. Et maintenant que j'y pense, on pourrait presque dire que le titre d'un certain western très célèbre pourrait s'appliquer, The Good, The Bad and The Ugly. Et c'est pas une blague, je viens d'y penser. En effet, on pourrait donner ces qualificatifs à chacun des personnages. Oui, je suis assez d'accord. Et d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure sur le film avec Jet Li, Andy Lau et Kaneshiro, Takeshi Kaneshiro, que j'avais vu. Et en fait, tu vois, je viens d'y penser, mais en fait, c'est exactement ça. Parce qu'à la base, les frères, excusez-moi, je suis hors sujet, et à la base, c'est Jet Li qui trouve deux frères, et qui s'immiscent dans leur vie, et qu'en fin de compte, à la fin, deviennent des seigneurs de la guerre. Et puis en fin de compte, la finalité du film, désolé, je vais spoiler, ça va mal finir, quoi. Donc voilà, en fin de compte, oui, c'est vrai. Comme un peu le bon, la beauté, le truand, en fait.
Non, mais je trouve que le personnage de Jackie Chuck, bon, en français, pas forcément le bon, la brute et le truand, mais tu sais, le titre original, Oui, il buono, je le dis en italien parce que j'ai dit l'original, tu vois, le bon qui serait plutôt Tony Log, tu vois, il bruto, bon, ça veut dire le moche, mais tu vois, le côté un peu, ce serait le personnage de Jackie Chuck, et le méchant, ce serait celui de Weasley, tu vois, finalement. C'est vrai, c'est Ivan Cliff, ouais, c'est exactement ça. Je voulais juste dire un truc. Ouais. Par contre, moi, pour la prestation des acteurs, moi je trouve celui qui m'a le plus impressionné, je parle juste de sa prestation. Je parle pas si ça a été le meilleur acteur du film ou pas, je sais pas. Mais moi c'est Jackie Chan qui m'a impressionné. Parce qu'en revoyant le film, il joue quand même un rôle assez particulier. Parce qu'en fait, si tu remarques bien, Jackie Chan à la base, c'est celui qui se prend toujours des coups. Il se prenait déjà des coups par sa mère, ses parents. Après, il se prend un coup parce qu'il veut amener l'argent, parce qu'il a fait un deal avec un caïd du coin. Puis du coup, pour pas voler l'argent, il se reprend un coup de canette et il a carrément le crâne ouvert. Et sa prestation après, quand tu vois, quand il s'est fait tirer une balle dans la tête, d'où le titre du film. Et après, il devient pratiquement fou. Mais je veux dire, moi ça m'a impressionné, même déjà à l'époque j'étais impressionné parce que je me suis dit waouh. En plus que Jackie Chan à la base c'est un chanteur, je crois, c'est même pas un acteur, c'est ça. Alors écoute, je pourrais pas te dire, mais de toute façon à Hong Kong on sait que le coup du chanteur qui devient acteur, c'est quelque chose. Andy Lau est chanteur aussi, je crois. Oui, mais il y en a plein. Andy Lau, en effet, et Andy Lau c'est un putain d'acteur. Oui, il y a pas de souci, oui. Mais à Hong Kong, comme on disait avant, c'est un peu un écosystème, tu vois, ce qui fait qu'en fait les stars font un peu tout, j'ai l'impression, tu vois. Il touche à tout, en fait. Et Jackie Chan, moi je l'ai trouvé vraiment excellent. Moi franchement, c'est celui qui m'a le plus impressionné dans le film. Dans sa prestation, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Et autre chose à dire, c'est par rapport à Simon Yam, Luke. Oui, comme tu disais, Luke, par rapport à Star Wars tout à l'heure, j'ai oublié la phrase. Et, je suis ton père, c'est assez facile quand même. Excuse-moi, j'avais oublié. Luke aussi, je le trouve excellent dans le film. Simon Yam, je trouve qu'il est très bon. Il est charismatique. Je sais pas, son charisme, il sort de l'écran, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien à faire. Tu le vois arriver sur la première scène. Tu le vois arriver déjà quand il se présente. Tony Leung, il le connaît avec le pianiste là. Pour aller chercher son arme. Désolé, j'ai spoilé. Et après, dans les WC, quand il va exécuter juste la scène quand il arrive, il regarde Tony Leung. Même jusqu'au bout, à la fin, quand il se retrouve, il a un charisme dans le film. Mais c'est un acteur que je trouve très très bon en règle générale. Hein. C'est un acteur qui a beaucoup de présence et tout. Personnellement, je l'ai vu dans plein de films, dans bien plusieurs. Et je trouve que c'est aussi un très bon acteur en règle générale, hein, ça de toute manière. Oui, moi aussi. Je l'ai jamais, franchement, je l'ai vu jouer dans des films de moins bonne qualité, mais lui, il n'a jamais été mauvais. Attention, il ne faut pas oublier, c'est pas parce que tu joues dans un film qui est moins bon que l'acteur, ce qu'il fait est mauvais. Hein. Tu peux très bien jouer dans un film. Par contre, la réalisation, la production, où est parti le réalisateur, la direction artistique, ça ils y maîtrisent pas, les acteurs. Ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Et ça dépend parfois, ils sont très très bons dans le rôle qu'on leur a confié. Ce qui se passe, c'est qu'après, le rôle qu'on leur a confié, on le trouve mauvais, etc., etc. Mais après, l'acteur n'est pas forcément mauvais dans le rôle qu'on lui a confié. Donc voilà, c'était deux choses que je voulais dire. Bon, est-ce qu'on a encore quelque chose à ajouter? Oui, un petit détail. On a dit, tu allais expliquer pourquoi tu lui donnais pas 10. Voilà, c'est pour ça. Donc je veux parler un peu des points négatifs du film. Parce que tout film a des points négatifs, même si j'en trouve pas énormément. Je serais parti dans la facilité de dire ouais, maintenant à l'âge que j'ai, je l'ai revu, ouais, j'ai grandi, je suis plus âgé, c'est un peu vieux. Bon, là-dessus, je ne partirai pas là-dessus parce que ça n'a aucun intérêt. Moi, en fin de compte, le défaut du film, il y en a deux pour moi. C'est de ne pas avoir assez développé le personnage de Luke. On le met en retrait en fait dans le film par rapport à son rôle qu'il a quand même, qui est très important jusqu'à la finalité quand même. Moi je trouve que Luke est quand même un rôle très important dans le film.
Ouais, mais c'est normal qu'il soit en retrait parce que les personnages principaux, c'est quand même les 3 autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il n'est pas mis plus en avant. Mais je oui. je comprends. Mais moi, bon, on va dire, c'est pas un défaut, c'est un regret. On va dire ça plutôt comme ça. C'est un regret. Et moi, le défaut du film, en fin de compte, c'est la fin, en fait. Parce que je trouve que la fin, elle passe trop vite. Tu vois, je l'ai rematé il y a 2 jours. Et moi, je trouve que la fin, elle passe trop vite. Parce que autant le début, même si je trouve que ouais, c'est un peu long, on en avait parlé tout à l'heure, mais au moins, il nous pose un peu le cadre, tu vois. Où ils sont, qui sont, où ils vont. Après, la partie, quand ils arrivent au Vietnam, ça n'arrête jamais, jamais, jamais. On a le temps de voir des choses, c'est super bien, intéressant, ça va dans la suite logique du film. Par contre, dès qu'ils rentrent, moi je trouve que ça passe très très vite. C'est peut-être une volonté du montage, peut-être qu'il n'a pas pu... comme tu sais, des films, des fois, ils ont des producteurs qui leur imposent un temps. Parce que voilà, on produit un film, il faut qu'il fasse tant de temps pour que les gens le regardent. Donc, et moi, c'est le défaut que je trouve. C'est pour ça que je ne mets pas 10. Hein. C'est parce que je trouve que la fin, elle passe trop vite. La fin. Ça va trop vite. Moi, personnellement, à la fin, je trouve que, à contrario du début, justement, qui développe les personnages, la fin n'est pas forcément là pour nous expliquer comment ils sont à leur retour, etc. etc. D'ailleurs, c'est un truc qu'on voit souvent dans le cinéma d'Hong Kong, c'est un peu les fins au cul de poisson, mais ça c'est autre chose, je reviendrai après. C'est-à-dire qu'on tue le méchant et tout de suite générique, toi, t'as même pas une scène qui t'explique ce qui se passe après. Oui, alors quand on n'a pas l'habitude, au début, on se dit, attends, c'est quoi? Et puis après on s'y fait. Et c'est vrai que ce film, tu regardes la fin, tu fais, oui, mais le personnage, il va se passer quoi après pour lui? Mais d'accord, c'est un truc quand on n'a pas l'habitude, ça ne fait pas partie des codes du cinéma auxquels on est habitué, on aime bien qu'on nous explique tout. Mais personnellement, je trouve que finalement, ce retour, il est dans la continuité de ce qui se passe au Vietnam. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas. Mais bon, après, c'est un avis personnel, évidemment. Hein. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'était même pas la fin en queue de poisson, parce que moi, ça me dérange pas, la fin comme ça. Parce que, comme tu disais, c'est une certaine logique. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on, moi je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus en profondeur sur certains aspects de son arrivée à Tony et d'arriver petit à petit jusqu'à Paul. Et émotionnellement, je me suis senti un petit peu moins imprégné, tu vois, dès qu'il est arrivé. Ça, c'est mon point de vue. Mais dès par contre il a vu Paul, là, après l'émotion elle est revenue jusqu'à la finalité de leur confrontation, quoi. C'est juste ça que j'ai trouvé dommage. Après, je sais très bien qu'il y a des films, comme tu sais, il y a des films par exemple qui ont été coupés au montage, et après en sortie DVD, ils te mettent la version longue. Et des fois, c'est vrai que quand tu vois les films en version longue, des fois tu dis ah oui, c'est mieux comme ça. Tu vois, le film tu l'apprécies mieux parce que tu vois qu'il y a des scènes qui ont été enlevées qui auraient été super utiles de les voir, mais la production ne voulait pas parce que le film il doit faire 32 ans. Et c'est dommage. Bon, dans ce cas, je crois que c'est John Woo lui-même qui l'a produit, justement, quand il a foutu le camp de Tsuark, c'est lui qui l'a produit, donc je pense qu'il a vraiment fait ce qu'il voulait. Après, c'est comme tout, moi perso, les versions longues, j'ai toujours un peu de débat, parce que des fois, on rajoute des scènes qui auraient dû être à la base et qui ont été coupées pour diverses raisons, et des fois, on les a juste enlevées parce que ça a rallongé le film, parce que ça n'apportait pas grand-chose. Ça arrive aussi, il faut pas toujours fantasmer sur les versions longues. Hein. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le cinéma de Hong Kong, on sait qu'il y avait des versions longues qui sortaient à Taïwan, parce qu'à Taïwan, ils étaient très friands de versions longues, mais en réalité, c'était pas la vraie version du film, c'était une version, on va dire, artificiellement, d'une certaine manière, rallongée, tu vois. Donc c'est pas un souci. Donc, en effet, il y avait peut-être des choses qui ont été prévues, qui ont été enlevées, mais comme je dis moi personnellement, ça ne me dérange pas. Si moi je dois dire pourquoi je lui donne pas 10, eh ben c'est tout simplement parce que justement je trouve ce début quand même un peu confus, un peu beaucoup trop de choses à la fois, et que ça peut déranger, j'avoue que c'est pas parfait à ce niveau-là, je reconnais. Ensuite, je dois malgré tout dire, alors t'as dit qu'il n'y avait aucun intérêt là-dedans, je suis assez d'accord, mais peut-être que voilà, je suis un peu moins sensible, j'ai été un tout petit peu moins impacté émotionnellement, et je me suis, comme je t'ai dit, je me suis fait un peu hongkongais, c'est-à-dire, j'ai trouvé que Weasley, à des moments, il me paraissait prendre un peu plus la bonne décision, et d'être un peu plus, et du coup, ça m'a presque énervé, c'est juste pour ça, en fait. Mais j'aime bien quand même la conclusion finale, c'est bordel de merde, soyez humaniste, bordel de merde. Oui, t'as raison. Non, mais oui. Moi, quand je dis, je mets pas. Et c'est vrai que tu as raison, le début, tu l'évoques. C'est vrai que même quand je regarde le film, il y a des scènes, c'est vrai que
Bon, après, c'est pour présenter les personnages, mais c'est vrai que tu te dis, ils auraient pu facilement couper un quart d'heure, 20 minutes, tu vois ce que je veux dire. Euh, c'est vrai que c'était pas vraiment utile, même pour le film. Bon, après, c'est le choix du réalisateur. Mais sur la fin, moi, ce qui m'a. Oui, c'est ça. Moi, c'est surtout la baisse émotionnelle, en fait, sur la fin. Mais la finalité, oui. Tony Leung qui dit à la fin, oui, bah voilà, soyez humaniste, oui, oui. De toute façon, il y a une morale dans ce film, forcément. Donc, pour ça, bravo John Woo. Mais on va faire simple puisqu'on va arrêter là. Est-ce que c'est un putain de bon film qu'il faut voir absolument? Oui. Pourquoi il y a un E qui précède ta réponse? J'ai pas très bien compris. Le E, c'est parce que je ne suis pas dans la peau, dans la tête des gens. Et je suis pas dans la tête. T'es pas dans une balle dans la tête. Non, j'ai pas une balle dans la tête des gens. Mais sincèrement, moi je le conseille à tout le monde. Même ceux qui n'aiment pas forcément des films où il y a de l'action, qu'il y a de la guerre. Par contre, si vous aimez les émotions fortes, vous aimez aussi les situations de tension extrême, les histoires d'amitié ou pas, savoir prendre la bonne décision quand on est face à un contexte qu'on ne contrôle pas, si tu vois ce que je veux dire, et toujours rester dans la même ligne de conduite jusqu'à la fin du film, regardez-le ce film. Franchement, regardez-le. Ah bon, pour moi aussi. C'est un film sous-estimé. Comme tu as dit tout à l'heure, je crois qu'il a fait un bill au box-office, malheureusement. Bon, c'est comme ça, c'est une réalité. Mais franchement, moi, quand j'ai vu ce film, et même quand je l'ai revu récemment, il y a une émotion qui me traverse le corps qui n'est pas la même quand j'ai revu Hardball, ou The Killer, ou Syndicat du crime, et d'autres films. J'ai l'impression de le revoir comme quand j'étais à l'époque. Il n'y a rien à faire. Il me marque toujours, ce film. Et on va dire, c'est peut-être un des films qui m'a... Ouais, je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie depuis que je suis sur Terre. Je pense. Bon, là, c'est pas très objectif parce que après que je t'ai dit ça, il va falloir que je réfléchisse, peut-être j'en ai d'autres. Mais on va dire celui-là m'a quand même marqué. C'est clair. Je le conseille à tout le monde. Alors moi, je vais aller beaucoup plus simple. Je vais dire oui pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Regardez-le. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Quelque chose à ajouter? Merci d'avoir écouté et de m'avoir invité pour parler de ce film. Parce que je pense pas, toi qui es dans la critique cinéma, est-ce que tu as déjà vu une critique cinéma de ce film? Je t'avais pas posé la question au départ. Une critique YouTube de ce film par un youtubeur cinéma, non? Alors je sais pas, j'ai pas regardé, c'est fort probable, mais ce sera plus des gars un peu plus underground, parce que généralement ceux qui font le plus de vues, ils parlent surtout d'actualité, je le sais. Oui. Mais c'est pas grave, je m'en fous en fait de ce que pensaient les autres, je veux dire de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pas fait. C'était un film qu'il fallait, donc il fallait que je parle une fois d'une balle dans la tête, c'était évident. Tu vois. Je m'en fous que tous l'aient fait ou qu'aucun l'ait fait, ça me passe au-dessus à ce niveau-là. Non, mais c'était pas le fait que les autres parlent du film, c'était juste savoir si y en a, ils en avaient parlé. Je m'en foutais que ce que pensent ou pas les autres, c'est juste savoir si le film a, tu vois, un écho déjà dans l'univers des youtubeurs cinéma, quoi. Si déjà il y en a, ils en ont parlé. D'après ce que tu me dis, c'est pas le cas. J'en ai aucune idée, il y en a peut-être qui l'ont fait. Peut-être, c'est possible. Mais bref, moi mon objectif avec cette vidéo... En France, je pense pas, mais peut-être. Moi, mon objectif avec cette vidéo, et je pense que le tien aussi, c'est de faire découvrir ce film, de donner envie aux gens de le voir, parce que on vous le conseille pas en mode on n'a rien à gagner, c'est vraiment parce que c'est une pépite qui est peut-être moins connue que d'autres films, alors que il est très très bien, quoi. Ouais, voilà, moi sincèrement, je le conseille. Ouais. Rien d'autre à rajouter, puis merci de m'avoir invité. J'espère que mes propos ont été compris et ont été audibles. Et que j'ai pas trop bafouillé et que si ma façon de parler, mon raisonnement a été à peu près compris, ça sera déjà très bien pour moi. Ok, bon alors on s'arrête là, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner comme d'habitude. Si vous voulez qu'on reparle de cinéma d'Hong Kong, n'hésitez pas, faites péter le pouce et compagnie, c'est pas juste pour faire genre dans les commentaires et tout, mais c'est pour dire en effet, on a envie que vous parliez de ce genre de film, faites-nous découvrir peut-être des films si on les connaît pas, ou parlez-nous d'autres films qu'on connaît et dont peut-être pas tout le monde ne parle, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que de toute façon on va le faire, donc voilà. T'as tout dit, et je rajouterais, likez et abonnez-vous à sa chaîne, et partagez aussi, pardon.
Je l'ai dit aussi, mais c'est pas grave. Allez, on s'arrête là. Merci d'avoir participé, merci à Jérôme, notre invité érudit du cinéma de Hong Kong. On s'arrête là, merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao.